Comme vous voyez, le titre de ma présentation, Nécessité potentielle de la micropropagation des plantes utilisées pour le traitement de l'éléphantiasis, le cas de Icoma coma. Donc, Icoma coma ici, c'est la plante. Et comme vous le voyez, le titre de ma présentation ici, c'est plus comme une invitation en fait à réfléchir s'il y a une nécessité vraiment de micropropager les plantes utilisées dans le traitement de l'éléphantiasis. Mais avant de rentrer pleinement dans ce débat, je vais d'abord vous décrire ce que c'est que l'éléphantiasis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une forme avancée de lymphodème. Le lymphodème qui est tout simplement le enflement des membres ou des parties du corps. Donc, c'est une forme avancée de lymphodème chez l'humain où les parties du corps affectées deviennent excessivement enflées, piquetées et sensibles aux micro-organismes opportunistes. Comme vous le voyez ici, là, on a un pied affecté par le lymphodème et juste à côté, on a un cas d'éléphantiasis. Vous voyez ici, là, il y a la peau est durcie et donc c'est une forme plus avancée effectivement de l'éphédéma. Et ici, on a un petit garçon qui souffre aussi d'éléphantiasis. Actuellement, il y a un traitement pour l'éléphantiasis qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le traitement, c'est une association de médicaments antiparasitaires donc qui associe l'albendazole, le diéthylcarbamazine et l'ivermectine. Mais en cas où le patient a vraiment des membres très enflés qui vont même l'empêcher de se déplacer, il peut aussi subir une intervention chirurgicale pour réduire ou éliminer le gonflement. L'éléphantiasis non filarien, malheureusement, n'a pas de remède. En général, tout ce qu'on peut faire, c'est gérer la condition pour réduire le disconfort en utilisant, par exemple, des vêtements de compression, de la bonne hygiène, en surélevant les pieds, si les pieds sont la zone affectée, ou encore en faisant des exercices selon ce que le docteur recommande. L'éléphantiasis filarien, qui est causé par les filaires, est considéré comme une maladie tropicale négligée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fonds, assez d'argent en fait, disponible qui permettent de faire la recherche sur cette maladie-là. Et le traitement recommandé par l'OMS s'étend sur une longue période qui est de 5 à 6 ans et des effets secondaires sévères ont été reportés et ainsi que les rechutes aussi ont été rapportées. Le traitement pour l'éléphantiasis non filérien est rare, sinon je vais dire inexistant. C'est pourquoi alors les populations, que ce soit rurales ou urbaines, vont alors tendance à se tourner vers la médecine traditionnelle. Comme c'est le cas ici, là, vous voyez une personne qui est justement en train de se faire consulter par un guérisseur traditionnel. Avant de continuer, je vais encore repartir en arrière. Et donc, là, c'est en 2017, quand je décide de continuer et de faire mon doctorat. Et je fais la connaissance de prof Lisa Boua-Komoreng et elle va devenir mon directeur de mémoire. Et le laboratoire de prof Lisa Boua-Komoreng, à l'époque, est le seul laboratoire que je connais qui fait la recherche sur l'éléphantiasis. Et donc, elle va répertorier, donc faire une enquête ethnobotanique où elle va répertorier les plantes utilisées pour traiter l'éléphantiasis dans une province de l'Afrique du Sud appelée le KwaZulu-Natal. Et en tout, elle va répertorier 46 plantes médicinales appartenant à 28 familles différentes. Et
constaté que les feuilles et les parties souterraines seraient les plus utilisées pour traiter l'éléphantiasis et les membres de la famille des Astéracées étaient les plus utilisés. Et donc, justement, en 2017, comme je vous l'ai dit, je la rencontre, je décide de faire mon doctorat. Et là, on repart on décide en fait de répertorier encore des plantes qui servent à traiter les fantaisies. Et elle m'emmène sur un marché de la place où on trouve les guérisseurs traditionnels, comme on dirait en français courant au Gabon, les Nganga. Et comme ces guérisseurs traditionnels là, ne parlent pas l'anglais, ils parlent leur langue indigène. Et donc, elle vient avec moi pour faire cette enquête-là. Et là, on découvre une nouvelle plante que justement, elle n'avait pas dans son répertoire. Et donc, on l'appelle Incoma coma. Incoma coma, c'est une fougère qui appartient à la famille des Pteridacées. Et là, les guérisseurs traditionnels nous disent que cette plante est nouvelle sur le marché et elle est très efficace. Et ce que mon directeur de mémoire reconnaît effectivement, qu'elle est nouvelle, elle n'a jamais rencontré cette plante-là depuis qu'elle mène ses enquêtes sur les plantes utilisées pour lutter contre l'éléphantiasis. Et donc, c'est comme ça qu'on prend ces guérisseurs-là à leur mot et on décide d'emmener cette plante au laboratoire, en fait, pour pouvoir évaluer son activité biologique. Et donc, ici, là, comme vous le voyez ici, là, la plante a été achetée entre août et septembre au marché des guérisseurs traditionnels de la province de KwaZulu-Natal. Et ici, vous avez la plante et ses feuilles, cette fougère-là. Et à côté, à droite, vous avez la partie souterraine de la plante, donc son rhizome. Et c'est cette partie-là que les guérisseurs utilisent justement pour traiter les maux, les maux qui résultent de l'éléphantiasis. Et donc, on va décider justement d'emmener cette plante en laboratoire pour vérifier si les affirmations de ces guérisseurs-là sont vraies. Et donc, notre but, c'est de pouvoir extraire les composés phytochimiques de cette plante-là afin d'évaluer leur activité biologique. Et pour ce faire, en fait, pour commencer au début, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe la plante en petits morceaux. Et après, ce que vous voyez ici sur la figure A, c'est un four. Donc, on place cette plante-là découpée en petits morceaux dans le four pour la sécher complètement. Et ce qui suit, c'est qu'on va la broyer. On va broyer la plante. Comme vous voyez ici, là, c'est complètement réduit en poudre. On va la réduire en poudre. Et après, sélectionner des solvants avec lesquels on va mélanger cette poudre-là pour extraire nos composés chimiques. Et donc, moi, dans mon étude, j'ai utilisé 4 solvants différents. C'est vrai que là, il n'y a que 2 bouteilles, il devrait en avoir 4, mais j'ai utilisé 4 solvants différents. J'ai utilisé l'eau, l'acétone, 100% acétone et 50% l'eau, l'acétone, 100% éthanol et 50% éthanol. Donc, le solvant 50% éthanol, c'était tout simplement un mélange de 50% d'eau et de 50% éthanol. Et donc, on mélange le solvant avec notre poudre et on va l'extraire pendant 24 heures. Ce que vous voyez là, c'est une machine qui sert à secouer ce mélange-là pendant 24 heures afin d'extraire les composés phytochimiques. Après ces 24 heures-là, on va filtrer notre mélange d'eau et de poudre pour obtenir cette solution claire-là. Et on place la solution donc dans des petits vases. Et ces vases-là sont donc placés sous un ventilateur pour évaporer notre solvant. Et après évaporation du solvant, vous pouvez voir ici là que notre composé phytochimique est déposé ici là au fond des récipients. Donc, ça, c'est notre extrait. Et donc, après extraction, on va placer ces vases-là dans un endroit sec où on va
les conserver jusqu'à ce que notre expérience soit menée. Et donc, la première expérience qu'on a voulu mener, c'était pour voir si notre extrait avait effectivement une activité antimicrobienne. Parce que, comme je vais l'expliquer, certains pathogènes peuvent être responsables, peuvent être la cause de l'éléphantiasis, ou alors ils peuvent être le résultat, en fait, ou ils peuvent être alors une affection d'éléphantiasis. Donc, comme je disais tantôt, les souches microbiennes sélectionnées pour l'étude sont des infections opportunistes potentielles ou la cause d'infection pouvant évoluer vers un lymphodème non filarien. Les infections streptococciques et les infections répétées avec le Mycobacterium tuberculosis pourraient déclencher un type de lymphodème non filarien appelé lymphadénite tuberculeuse. Des affections causées par Heterococcus, Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus aureus ont été signalées comme étant des infections secondaires chez des patients souffrant de lymphodème filarien avancé. Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris et Pseudomonas aeruginosa ont été fréquemment rencontrés dans les infections des voies urinaires qui sont des infections rencontrées chez les patients souffrant de la chylurée. Shigella flexneri est également un pathogène opportuniste que l'on peut retrouver chez les patients immunodéprimés, comme c'est le cas chez les patients qui souffrent de l'éléphantiasis. Donc, en fait, ça, ce sont tous les organismes, les micro-organismes que j'ai utilisés pendant cette étude. Je ne vais pas forcément montrer tous les résultats que j'ai obtenus avec ces micro-organismes-là à cause du temps, mais bon, j'ai montré l'essentiel. Donc, ce qu'on faisait alors, c'est qu'on a mis notre extrait en provenance de la plante Icoma coma en présence de ces bactéries-là pour pouvoir apprécier l'activité biologique de ces extraits en provenance d'Icoma coma et pouvoir vérifier en fait si les affirmations des guérisseurs traditionnels étaient vraies. Et donc, nos extraits étaient considérés comme étant très actifs si leur concentration inhibitrice minimale et leur concentration bactéricide minimale était comprise entre 0,098 et 0,78 mg par mille. Elles étaient considérées comme étant modérément actives si les valeurs de la CIM et CBM étaient de 1,56 mg par millilitre, et elles étaient considérées comme étant peu actives si les valeurs de la CIM et CBM étaient supérieures à 3,13 mg par millilitre. Donc, vous devez savoir que la concentration inhibitrice minimale ici, c'est la plus petite concentration de notre extrait qui va inhiber la croissance du microbe étudié. Sur lequel on fait l'étude. Et la concentration bactéricide minimale, c'est la plus petite concentration de notre extrait qui va tuer en fait le pathogène sur lequel l'étude est faite. Donc, on a commencé en faisant l'étude, on a commencé avec l'activité antibactérienne de la plante et voici les résultats. Donc, comme je le disais tantôt, notre plante a été extraite avec 4 différents solvants. Donc, on a eu 4 différents extraits d'éthanol, d'eau, d'acétone et de 50% acétone. Et quand vous regardez ici, là, de tous ces extraits-là, l'extrait d'éthanol était vraiment le plus actif. On a, dans ce cas, par exemple, on n'a même pas pu déterminer la concentration inhibitrice minimale parce que même notre plus petite concentration ici, là, qui était 0,098, inhibait la croissance en fait de la bactérie. Donc, on n'a vraiment pas pu déterminer. Ça veut dire que il fallait encore davantage diluer notre extrait et pour pouvoir découvrir en fait la concentration inhibitrice minimale. Donc, ce qui montre ici là que notre extrait d'éthanol était vraiment, vraiment très, très actif. On a aussi continué
notre étude en testant l'activité de l'extrait de Icoma sur la bactérie qui cause la tuberculose. Donc, parce que, comme je vous le disais tantôt, des répétitions, des infections, je veux dire, des infections répétitives avec cette bactérie-là peut causer le développement de l'éléphantiasis, peut causer l'éléphantiasis. Et donc, on a testé l'extrait, les extraits de Icoma sur cette bactérie-là qui cause la tuberculose. Et comme vous le voyez ici, l'extrait d'éthanol est encore vraiment le plus efficace en ce qui concerne son CIM et even le CBM. Et donc, on était vraiment encouragé quand on a vu les résultats de notre extrait. On s'est vraiment dit que waouh, c'est ce que les guérisseurs traditionnels disent, c'est vrai, ils ne mentent pas. Mais en même temps, on se demandait, mais est-ce que l'activité microbienne qu'on a observée n'est pas due au fait que notre plante est toxique? Est-ce que ce n'est pas tout simplement qu'elle est toxique? Est-ce que ce sont vraiment les composés phytochimiques qui ont un effet thérapeutique? Est-ce que ce n'est pas d'une certaine toxicité? Et donc, on a décidé donc de tester, de conduire des tests pour justement évaluer la toxicité de l'extrait d'éthanol de Icoma parce que c'était notre extrait le plus actif. Donc, on a décidé de continuer notre étude avec cet extrait-là. Et on a les résultats ici, là, comme vous le voyez. On a mis notre extrait de Icoma ici, là, en contact avec des cellules de foie du rat. Donc, la première barre ici, c'est le contrôle, c'est notre solvant, l'éthanol. On s'attend à ce que ce solvant n'ait pas d'effet du tout sur nos cellules et que ces cellules soient à l'aise dans ce solvant. Et puis, après, on a ajouté différentes concentrations de notre plante et on a aussi apprécié le pourcentage de viabilité de ces cellules. Et ici, c'est le méthanol. Donc, on l'a choisi parce que tout le monde le sait, le méthanol est très toxique. Et donc, on s'attendait qu'en présence du méthanol, toutes les cellules du foie, en fait, meurent. Donc, c'était notre contrôle négatif. Et comme vous le voyez ici, là, l'expérience a été faite sur une durée de 12 heures et aussi sur une durée de 24 heures et finalement sur une durée de 48 heures. Donc, ici, ce sont nos cellules, les cellules cancéreuses du foie du rat. Et on a mis ces cellules-là en présence de différentes concentrations de notre extrait d'éthanol. Et comme les résultats le montrent ici, comme on s'y attendait, en présence de l'éthanol seulement, on a un pourcentage de 100% de viabilité. Donc, notre solvant n'a pas du tout d'effet sur les cellules du foie, du rat, du moins. Et lorsqu'on commence à ajouter notre extrait, on se rend compte que peu importe la concentration, il y a croissance de ces cellules-là. Les cellules sont vraiment à l'aise en présence de notre extrait d'éthanol et c'est seulement en présence du méthanol qui est très toxique qu'on a 0% de viabilité. Mais ici, on se rend compte que les cellules se mettent même à croître en présence de notre extrait d'éthanol après 12 heures de temps, ce qui montre que vraiment notre extrait n'est pas toxique du tout après 12 heures de temps. Au contraire, les cellules sont même très à l'aise parce qu'elles se mettent à croître, elles ne sont pas inhibées. Et pour continuer, après 24 heures, de temps, quand on a observé notre expérience, on se rend compte que dans le solvant encore, le pourcentage de viabilité des cellules est de 100%. Et quand on met les cellules en présence de différentes concentrations de notre extrait d'éthanol, après 24 heures, ces cellules encore se mettent à croître. Donc, elles sont vraiment à l'aise en présence de notre extrait d'éthanol. Et
Et on peut le voir ici, là, qu'en présence du méthanol qui est très toxique, la viabilité de ces cellules est 0%. Donc, le méthanol les tue tous. Et donc, ici encore, on peut dire que notre extrait de Incoma, l'extrait d'éthanol, n'est pas du tout toxique envers les cellules du corps, dans ce cas, le corps du rat, après 24 heures. Et maintenant, 48 heures plus tard, on a les mêmes résultats en ce qui concerne le solvant. Et puis, on se rend compte que les cellules sont à l'aise jusqu'à 0,025. Et à partir de 0,5, on voit que la viabilité des cellules descend un peu, elle est juste maintenant au-dessus de 50%, ce qui n'est pas toujours mauvais en fait. Et maintenant, c'est à 1 mg par millilitre que, alors là, on a presque 0% de viabilité comme le méthanol. Et donc, cela nous a emmené à conclure que Incoma ne devrait pas être administré à une concentration égale ou au-dessus de 1 mg par millilitre. Mais cela nous prouve aussi que l'activité biologique en fait qui a été observée est bien due à la présence de composés phytochimiques qui ont des effets bénéfiques parce que cette concentration de 1 mg par millilitre est bien au-dessus de la concentration de, par exemple, 0,098 mg par millilitre qui est suffisante en fait pour inhiber la croissance des bactéries qu'on a étudiées. Et donc, pour continuer, on a voulu isoler le principe actif responsable de l'activité biologique qui a été observée, de cette activité antibactérienne qui a été observée. Et donc, on l'a fait sur chromatographie sur colonne. On a utilisé du dichlorométhane et du méthanol à différentes concentrations. Comme vous le voyez ici, là, quand on augmentait le pourcentage de méthanol, le pourcentage de dichlorométhane diminuait et finalement, on a pu obtenir 12 fractions et ici, on a le poids des différentes fractions. Et pour continuer avec notre séparation, on a pris ces 12 fractions-là. C'est vrai qu'ici, il n'y en a que 7, mais ici, vous voyez, on a les 12 fractions. On a pris ces 12 fractions-là pour les séparer encore un peu plus. Donc, on les a mis sur des chromatographies sur couche mince. Donc, on l'a fait par chromatographie sur couche mince. Et comme vous le voyez ici, là, sous la lumière ultraviolette, on a les différentes fractions là qui se sont encore séparées un peu plus. Et puisqu'on sait que des fois, tous les composés ne sont pas visibles sous la lumière UV, ce qu'on a fait, c'est que la même couche chromatographique là, on l'a pulvérisée avec une substance appelée anisaldéhyde. Et donc, après avoir pulvérisé avec anisaldéhyde, vous pouvez voir maintenant que les fractions 1 et 2 ici, là, ont un composé phytochimique qu'on n'a pas pu détecter sous UV. Sous UV. Et donc, on a continué notre investigation avec ce qu'on appelle la bioautographie ou plus précisément la chromatographie sur couche mince bioautographie. C'est tout simplement une méthode utilisée pour le dépistage de l'activité antimicrobienne de composés bioactifs potentiels. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la bioautographie? Ce qu'on fait, c'est tout simplement prendre cette couche-là sur laquelle on a séparé nos différents composés et de l'autre côté, on va prendre un vaporisateur dans lequel on va diluer
on va diluer une bactérie et on va vaporiser cette bactérie-là sur cette couche-là qui contient les différentes fractions qui ont été fractionnées. Donc, on va pulvériser et observer pour détecter ces endroits-là où la croissance, la multiplication de la bactérie est inhibée. Cela, en fait, démontre qu'il y a la présence d'un composé antibactérien. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, là, les fractions 1 et 2 montrent la présence d'un composé antibactérien parce que ici, là, notre bactérie n'a pas vraiment pu croître comme sur les autres parties de notre couche. Et c'est le même composé aussi parce que, comme vous le voyez ici, là, l'indice de rétention est le même pour les deux composés, c'est de 0,55 cm. Donc, comme vous le voyez, de cette étude-là, vraiment, il en est ressorti des faits vraiment intéressants parce qu'au moins un des principes actifs responsables de l'activité antimicrobienne observée a été isolé par la bioautographie, car la bioautographie a montré que le composé inhibait la croissance de Staphylococcus aureus. Et aussi, selon le test de cytotoxicité, l'extrait éthanolique de Incoma-Coma ne doit pas être administré à des concentrations supérieures ou égales à 1 mg par millilitre, ce qui est vraiment de très, 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 très loin la concentration, ce qui est vraiment très élevé, en fait, vraiment au-dessus de la concentration nécessaire pour l'activité antibactérienne. Et en effet, cette étude a donné de la crédibilité scientifique à l'utilisation de Incoma-Coma par les guérisseurs traditionnels pour le traitement des agents responsables de l'éléphantiasis et des infections associées à la maladie. Maintenant, en 2022, donc, je décide de continuer avec un post-doctorat en travaillant toujours sur Incoma-Coma parce que je voulais continuer avec l'isolement des principes actifs contenus dans Incoma-Coma. Donc, je suis repartie au marché de KwaZulu-Natal chez les guérisseurs traditionnels pour racheter le rhizome de la plante. Et comme vous le voyez ici, là, en 2017, quand on achète le rhizome pour la première fois, il est large. Donc, ce qu'on achète, c'est large en majorité. C'est rare, en fait, de rencontrer des rhizomes de petite taille. Maintenant, 5 ans plus tard, en 2022, quand je reviens pour mon doctorat, les petits rhizomes sont présents en majorité et il n'y a absolument aucun large. Et ce qui m'étonne, c'est que ces rhizomes-là ont été achetés exactement à la même période, ce qui était entre août et septembre, et au marché des guérisseurs traditionnels du KwaZulu-Natal. Donc, en fait, on ne peut pas dire que c'était dû à la période à laquelle j'ai acheté ou à la période des récoltes. Non, c'était vraiment les mêmes on va dire la même période et au même endroit que je l'ai acheté. Et donc, je suis un peu pessimiste. En fait, je me demande, mais est-ce que je vais avoir les mêmes résultats? Mais ben, je me dis, avant de commencer avec la chromatographie sur colonne pour pouvoir isoler mon principe actif, je vais d'abord vérifier l'activité antibactérienne pour voir si mon rhizome, ma plante, est toujours aussi active. Et donc, c'est ce que je vais faire ici, là. On a les résultats de l'activité antibactérienne des extraits de Incoma-Coma, donc l'extrait d'éthanol qui était le plus actif dans les investigations précédentes. Et malheureusement, comme vous le voyez ici, là, la plante a vraiment perdu de son activité. Donc, le rhizome ici, là, vous voyez, on n'arrive même pas à déterminer la concentration bactéricide minimale parce que notre concentration la plus élevée est de 25 mg par millilitre. Mais vous voyez ici, là, que la concentration bactéricide minimale, on n'arrive même pas à la détecter.
parce que même à cette concentration-là, aucune bactérie n'est tuée ou, voilà, ou même inhibée. Et donc, malheureusement, on se rend compte que notre plante, en tout cas au niveau de son rhizome, a perdu de son activité. Et c'est justement de là que vient ma question. Comme je vous disais, c'est même en fait un sujet, pourquoi pas d'une étude, d'une proposition. Je me suis demandé, mais est-ce que la micropropagation ne serait pas une alternative? Qu'est-ce que c'est la micropropagation? La micropropagation, c'est tout simplement la propagation in vitro des plantes. En fait, c'est la croissance des tissus de cellules ou d'organes végétaux dans un milieu artificiel. Je vais vous emmener un peu plus en détail pour expliquer ce que c'est. Donc ici, on a les différentes étapes de la propagation in vitro ou encore la micropropagation des plantes du stade 0 au stade 4 jusqu'à la production d'une pépinière. Donc ici, au stade 0, on commence en choisissant une source d'explantation. Et après avoir choisi cette source, on va donc couper, la couper et placer notre explante afin que des pousses soient établies en culture. Et la culture en culture ici, là, qui est un milieu artificiel. Et la deuxième étape, c'est tout simplement de couper ces pousses-là après qu'elles aient quand même cru en plus petits morceaux afin de les repiquer pour multiplier les micro-pousses. Et c'est un cycle qui prend de 4 à 8 semaines. Et la troisième étape, c'est de tout simplement permettre à ces pousses-là de former des racines dans un milieu artificiel. Une fois que les racines sont formées dans un milieu artificiel, on va transférer ces petites plantes-là dans maintenant un milieu plus naturel qui peut être le sol. Et la quatrième étape, c'est maintenant tout simplement de permettre aux plantes de progressivement s'acclimater aux conditions environnementales ambiantes. Et on va terminer la micropropagation en plaçant les plantes dans des cellules unitaires afin de pouvoir produire une pépinière. Donc, en fait, c'est ça, la micropropagation, c'est une technique qui a le potentiel de propager un grand nombre de plantes en très peu de temps. Il s'agit d'une technique avancée de régénération végétative artificielle qui est très utile et est devenue une technique fréquemment utilisée dans le processus de régénération in vitro des plantes. La méthode aide à obtenir des plantes exemptes de maladies en très peu de temps. La méthode ne nécessite pas non plus beaucoup d'espace et peut produire un grand nombre de plantules en utilisant uniquement des tissus et des organes. Les plantules produites sont saines et présentent les caractéristiques souhaitées. Et donc, c'est ça ma question. Je me dis, au lieu qu'en tant que chercheur, on aille dans le milieu de ces plantes-là pour les récolter, en fait, parce que, par exemple, quand je fais ma recherche, il me faut des quantités énormes de plantes, en fait, pour pouvoir effectuer ces recherches-là. Donc, au lieu de récolter des quantités énormes de ces plantes-là, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'avoir recours à la micropropagation pour les faire grandir et aussi pouvoir apprécier qu'ils aient atteint la maturité qu'il faut, pouvoir apprécier que le rhizome atteint la maturité qu'il faut avant de faire des grandes récoltes. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si ces guérisseurs-là aujourd'hui, s'ils savent en fait que la plante a perdu de son efficacité ou alors ils continuent juste à l'utiliser sans en fait prêter attention à ça. Donc, merci encore d'avoir été présent. Merci pour votre attention et c'est un souci que je voulais partager avec vous, un souci, une question en fait que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions et des commentaires. Bonsoir, bonsoir à tous et merci Laetitia pour ces informations très riches d'enseignements d'ailleurs.
J'avais une question qui a été répondue au niveau de la deuxième phase de votre présentation concernant la micropropagation. Parce que, en fait, ma question était de savoir, bon, là, vous avez utilisé des rhizomes secs, je crois. Et donc, pour les plantes, n'est-ce pas, vivantes, ce serait intéressant de regarder un peu le principe actif qu'on peut tirer à partir des plantes vivantes, c'est-à-dire soit au niveau foliaire, soit au niveau des tiges et au niveau du rhizome. Sachant qu'au niveau du rhizome, vous avez déjà un certain nombre de résultats, mais ce serait bien de regarder un peu à l'échelle de toute la plante où est-ce qu'on obtient le principe actif le plus intéressant, de manière ici d'avoir un peu un champ large en termes de conclusion. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci pour ce commentaire. J'espère que vous m'entendez. Merci pour ce commentaire. Et en général aussi, quand on fait ce genre d'études, évidemment, c'est dans le but de pouvoir les publier. Et l'une des demandes, en fait, des maisons de publication, ils veulent s'assurer que la plante a été choisie basée, en fait, sur des faits qui existent déjà. Ils vont, par exemple, demander de motiver la raison pour le choix de la plante. Donc, en général, si les guérisseurs traditionnels disent, par exemple, qu'ils utilisent les feuilles pour chasser les moustiques, par exemple, et puis le chercheur va prendre les mêmes feuilles pour chercher un remède, par exemple, contre le COVID. Des fois, ça ne coïncide pas et des fois, ça peut poser des problèmes par rapport à pour publier en fait le papier, la recherche qui a été faite. Donc, en général, pas en général, je vais dire c'est pourquoi je me suis juste focalisée sur les racines parce qu'ils disaient qu'ils utilisent seulement les racines pour traiter elephantiasis et puis et ses affections en fait et les maux de l'elephantiasis. Merci, docteur Laetitia. C'est juste impressionnant de savoir que cette maladie qui pose beaucoup de problèmes en Afrique, il y a des voies, il y a des solutions. Alors, à chaud, je veux sauter d'abord sur le volet plus ou moins botanique de la chose. Est-ce que vous avez pu identifier le nom scientifique de Coma icoma? Parce que je me dis, si on a le nom scientifique, lorsqu'on repart chez les tradis praticiens, on peut essayer de trouver la plante et carrément de la cultiver. Parce que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que je ne pense pas que la plante a perdu son efficacité au deuxième essai, mais je me dis, on n'est pas sûr que c'est la même plante. Peut-être c'est une plante de la même famille, peut-être c'est une plante voisine, mais c'est vraiment, lorsqu'on compare les résultats, la deuxième étape, la première étape, la différence est tellement grande que tout de suite, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais déjà, ça n'avait pas les mêmes formes. Là-bas, on avait des grosses racines, ici, on a des petites racines. Après, les résultats sont totalement différents. Il est fort probable qu'on ait peut-être tombé sur une autre plante qui, finalement, elle se ressemble parce que surtout les fougères, en brousse, elles ont presque la même morphologie. Et moi, j'imagine le Nganga, lui, tout ce qui veut, c'est vendre ses plantes, il l'amène et puis il dépose. Il dit non, c'est aussi efficace. Ou bien, comme l'a fait remarquer tout à l'heure M. Ernest, en effet, en fonction du niveau de croissance de la plante, ces éléments actifs peuvent être plus ou moins concentrés. Peut-être une plante qu'on a récoltée avant la maturité aura peut-être certains éléments plus concentrés qu'après la maturité. Donc, effectivement, c'est notre aspect qu'il faudra aussi regarder. Mais j'ai vraiment l'impression, docteur Laetitia, que les plantes qu'on a eues au premier essai, on n'a pas la certitude que ce sont les mêmes plantes au deuxième essai. Et l'idéal serait peut-être de trouver la plante qu'on a eue au premier essai, de pouvoir effectivement l'identifier botaniquement, quel est son nom, quelle est son écologie, et puis effectivement essayer de la produire de toutes les manières, aussi bien par micropropagation et même par voie naturelle, parce que aussi ça c'est notre fait, le fait que ça soit produit par voie naturelle et par micropropagation, on peut avoir une différente concentration des éléments actifs recherchés et aussi on peut, peut-être certains éléments ne vont pas, on ne va pas pouvoir les observer en micropropagation. Donc vraiment, je suis très intéressé par cette étude. Si on peut avoir le nom scientifique de comment, et puis voir comment là maintenant la produire
sous serre, identifié dans la brousse, on ne partira plus chez les tradipraticiens, on va aller à la source carrément, prendre les plantes et puis faire tous les essais. Il serait bien de regarder. Peut-être que dans les faits, il y a des choses plus actives. En fait, je me suis intéressé à une plante comme ça, à l'Iboga, et là-bas, on a remarqué que les alcaloïdes étaient plus concentrés dans les racines, mais on les trouvait aussi dans les feuilles, et qu'on trouvait même en fonction des régions, des concentrations et des différences, différentes alcaloïdes. Donc, du coup, je me dis, il y a tellement de facteurs qui vont entraîner des variations dans les concentrations qui serait vraiment bien qu'on identifie cette comment là exactement, quel est son nom, qui elle est, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'au deuxième essai, on n'avait pas la même plante, parce que c'est juste, c'est dur à expliquer. Ou bien l'ont récolté, on ne l'a pas récolté au même niveau. En fait, je voulais juste faire ces remarques-là, mais il serait vraiment bien de poursuivre dans ce sens-là. Ok, merci Cyr. Mais je crois que Laetitia pourrait peut-être adresser la première question. Sinon, l'un des premiers éléments que vous avez relevé déjà, c'est est-ce que l'identification botanique a été faite? L'identification botanique, on a eu justement des problèmes à la faire parce que la plante est difficile en fait à faire pousser en laboratoire. Donc, on a eu des problèmes à la faire. Récemment, je l'ai envoyé pour l'identification botanique. La personne m'a répondu en fait que c'était mieux qu'on fasse ce qu'ils appellent le sequencing, qu'on fasse une étude au niveau en fait comment on appelle ça, qu'on regarde au gène, l'ADN de la plante, voilà, au niveau de l'ADN de la plante pour pouvoir être sûr, parce que comme tu disais, les fougères en fait se ressemblent beaucoup et donc la dame chez qui j'ai envoyé la plante pour l'identification, elle n'a pas pu vraiment donner une réponse finale et donc là on est en train de travailler justement pour l'identifier au niveau de l'ADN pour être sûr de ce qu'on a exactement, parce qu'au début, je l'ai donné, le nom scientifique qu'on avait pour elle, c'était Cheileanthes hirta. Je ne sais pas si vous êtes accoutumé, si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Et donc, au début, on a cru que c'était Cheileanthes hirta. Et tout simplement pour se rendre compte qu'elle ressemble beaucoup à Cheileanthes hirta, mais on n'est pas sûr. Et c'est pourquoi j'ai juste décidé de garder le nom que les peuples indigènes donnent à cette plante-là, qui est un Komakoma, en entendant qu'on puisse faire ce travail-là sur l'ADN. L'équivoque, en fait, que Abel a levé avait été à plusieurs niveaux. Mais j'aimerais juste repartir sur, lors du deuxième prélèvement, parce que ça aussi, c'est un élément qu'il souligne, lors du deuxième achat, parce que vous êtes allé, toi et ton directeur, sur un marché de la place à Durban, si je me souviens bien. Est-ce que l'impression, c'est que c'est la même plante avec tes observations, et puis peut-être qu'elle est juvénile, elle est encore jeune, ou bien que ça aurait pu être une plante totalement différente? Quelle était ton impression à l'époque? Moi, mon impression, c'est que c'est exactement la même plante parce que j'avais toujours des restes, en fait, des réserves de la plante que j'avais utilisée pendant mon doctorat. Donc, quand j'ai pu les comparer, j'ai pu voir vis-à-vis, c'est exactement la même plante. C'est juste les dimensions qui changeaient. L'autre ressemblait presque à un tronc d'arbre, bien que c'était étant un rhizome. Et le rhizome que je venais d'acheter, il avait encore l'air vraiment petit, juste, il avait l'air, en fait, de ne pas avoir atteint sa maturité. Donc, donc, je me suis dit que je me suis souvenu en fait de la parole du guérisseur quand on a acheté cette plante, qu'elle est nouvelle sur le marché. Il faut vraiment essayer de faire du travail dessus parce qu'elle marche bien, ça guérit les gens, on aide vraiment les malades avec. Et puis, je me dis, waouh, à cette époque-là, elle est nouvelle sur le marché. Peut-être qu'il utilise déjà de manière domestique, c'est-à-dire en privé, individuellement, mais sur le marché, elle était nouvelle. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'en 2017, le rhizome soit aussi grand. C'est sûr qu'ils avaient encore accès à des plantes assez matures, mais maintenant, comme ils ont exploité vraiment vraiment de manière exponentielle, j'ai l'impression qu'ils ne laissent même pas à la plante le temps d'atteindre la maturité. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné parce que quand je regarde le rhizome, c'est exactement la même plante. Le seul problème qu'on a, c'est vraiment l'identifier, donner le nom scientifique de manière finale. Merci, Dr Otomo Laetitia, pour la présentation.
Moi, j'allais plutôt revenir sur l'éléphantiasis, la maladie en soi. Parce que je sais que dans notre pays, par exemple, on utilise ça quand, supposons, quelqu'un va voler quelque part et on te lance cette maladie-là, si je peux le dire comme ça, les mettre sur parole, quoi. Est-ce que vous pensez que quand les gens ont cette maladie-là de façon naturelle et de façon lancée par la sorcellerie, votre plante-là va guérir ça? Merci. OK, question assez intéressante, docteur Otomo. En ce qui concerne le côté mystique, je pense que les guérisseurs traditionnels seraient mieux placés que moi. Je n'ai malheureusement pas exploré ce côté-là. Donc, je vais m'abstenir de commenter là-dessus. Mais je sais que j'ai été vraiment agréablement surprise de voir que notre connaissance africaine peut être scientifiquement prouvée comme étant une connaissance crédible, en fait. C'est-à-dire que scientifiquement, j'ai pris cette plante-là et elle m'a donné des résultats auxquels je ne m'y attendais pas. J'étais nouvelle, en fait, dans, le, dans ce domaine aussi, en fait. Comme vous avez vu mon background. Et donc, scientifiquement, ça marche. Maintenant, le côté mystique, là, il faudra aller au marché traditionnel de KwaZulu-Natal et parler à l'un des guérisseurs. Je voulais aussi OK. souligner que chez nous, on appelle ça mbasu. La plante elle-même ou bien Non, pas la plante, la maladie. la maladie? OK. L'éléphantiasis, on appelle ça mbasu. OK. Interesting. Lire une question qui a été posée par Claudia Roth, qui est présente là, et je vais juste la lire in extenso. C'est cette plante est également utilisée comme médicament chez les autres grands singes, donc on va dire les gorilles, les chimpanzés, etc. Que nous, comme médicament chez les autres grands singes, que nous, par eux-mêmes, au cas où des infections similaires se produiraient. Les guérisseurs utilisent souvent même les plantes comme le fassent les grands singes. Donc, la question essentiellement, c'est cette plante est utilisée chez les grands singes. Et puis, aussi peut-être lié à cette question, docteur Otomo, c'est peut-être nous dire aussi où est-ce que cette plante est trouvée en termes de distribution géographique. Est-ce qu'on la trouve partout en Afrique ou dans le monde, ou bien elle est restreinte en Afrique du Sud essentiellement? Où est-ce qu'elle est trouvée? Et puis, est-ce que où on la trouve, est-ce qu'elle est utilisée par d'autres grands singes que les humains? Voilà. En ce qui concerne l'utilisation par d'autres animaux, par exemple par les grands singes, ça, je ne saurais répondre. Ce que je sais de la plante, vraiment dans son utilisation, dans le temps, en fait, dans un temps plus reculé, pas plus récent, c'est qu'ils l'utilisent comme vermifuge, en fait. C'est pour se débarrasser des vers du corps, vraiment, qu'elle est utilisée. Apparemment, c'est l'une des plantes les plus efficaces comme antiparasitaire. Donc, à l'origine, ils l'utilisent pour ça. Et puis, avec le temps, ils ont aussi découvert qu'elle a des propriétés antibactériennes, voilà. Donc, en gros c'est ça. En ce qui concerne l'utilisation par les grands singes, je ne pourrais répondre. Je ne saurais répondre. Et maintenant, la plante n'est pas originaire de l'Afrique du Sud. Hein. Elle a été importée. Je pense, je sais pas, je ne suis pas sûre d'où exactement, mais je sais qu'on la retrouve dans d'autres pays comme la Namibie, voilà. Mais elle n'est pas exclusive. Je veux dire, elle n'est pas exclusive de l'Afrique du Sud. Donc, voilà. Est-ce que donc, elle est distribuée dans l'Afrique australe, donc on va dire le Zimbabwe, la Namibie? Yes, dans l'Afrique australe. OK. Bonsoir, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ouais, parfaitement. Merci, vous pouvez y aller. Ok, merci encore, docteur Otomo. Vraiment, c'était une excellente présentation. Je m'excuse un peu, je pense que les dernières minutes de la présentation, je les ai un peu ratées, mais qu'à cela ne tienne, je voulais avoir un peu quelques infos sur est-ce que
les extraits de plantes qui ont été testés là, ont déjà fait l'objet d'essais thérapeutiques en dehors des essais in vitro, un peu comme tu l'as si bien montré. Et aussi, l'autre question, c'est peut-être qu'il y a des infos que j'ai ratées. Donc, comme je dis, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue, je veux dire, aller jusqu'au développement de formulations médicamenteuses ou pharmaceutiques et auquel cas, est-ce que également les principes actifs, je veux dire, j'ai bien vu les diapos sur les expériences qui ont été faites, mais est-ce que les principes actifs sont aujourd'hui clairement caractérisés et identifiés? Et auquel cas, est-ce que des stratégies sont déjà en place peut-être pour une phase de test sur des populations humaines ou alors sur une autre phase peut-être de fabrication de médicaments? Merci. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de ces extraits-là sur des cas in vivo, je pense que vous pensez au cas in vivo, par exemple, peut-être des expériences sur des rats et voir vraiment pouvoir apprécier l'activité biologique. Jusqu'à présent, les expériences qui ont été effectuées ont juste été effectuées, tout est in vitro. Il n'y a rien de in vivo qui a été encore fait jusqu'à présent. Ce que je voulais faire justement, c'était de pouvoir extraire ou plutôt isoler un peu plus de ce principe actif-là pour continuer la caractérisation et finalement pouvoir finaliser l'étude, donner un nom. Parce que lors de la première étude, la caractérisation qu'on a faite était juste partielle. On a fait ce qu'on appelle proton NMR, donc on n'a pas terminé. Et on a découvert avec cette caractérisation-là que le principe actif que j'avais isolé était, je crois, à 95% similaire à un certain comment on appelle ça? Comment on appelle l'anesthésie, hein? À une certaine anesthésie, voilà, qu'on appelle la lidocaïne. Donc, la structure de mon principe actif était très, très proche de la structure de cette molécule-là qu'on appelle la lidocaïne. Donc, justement, quand je repars vers les guérisseurs pour acheter cette plante-là en 2022, c'est dans le but justement de terminer la caractérisation de ce principe actif-là. Mais là, bon, j'ai été freinée parce que je me suis rendu compte que l'activité antibactérienne n'était plus vraiment ça, que c'était plus vraiment efficace. Mais dans la suite, en fait, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on a décidé de développer des nanoparticules, de synthétiser des nanoparticules à partir de ces extraits-là et puis de voir si on peut améliorer l'activité biologique de ces extraits-là avec ces nanoparticules. Donc, c'est ce sur quoi on est en ce moment. Et j'espère que d'ici, je sais pas, l'année prochaine, je vais encore essayer de repartir vers ces guérisseurs-là et puis d'acheter la même plante, d'acheter encore ces rhizomes-là et puis réessayer encore ces expériences-là. Et puis, j'espère que j'aurai des meilleurs résultats qui me permettront de continuer jusqu'à la chromatographie sur colonne pour isoler un peu plus de ce principe actif-là et pouvoir terminer la caractérisation pour donner un nom au composé isolé, principe actif isolé. La première question posée ici par Gaël Biban qui est la suivante. Avez-vous calculé l'indice de sélectivité qui contribuera certainement à conforter vos résultats de toxicité?
Non, je n'ai pas pu calculer l'indice de sélectivité. Tout ce qu'on a fait comme essai dans ce sens-là, c'est vraiment la cytotoxicité. Comme j'ai partagé tout à l'heure, on a juste regardé à la cytotoxicité. On n'a pas eu à regarder à l'indice de sélectivité. Merci de l'avoir mentionné. Ce serait une avenue, je me dis, à explorer. Une avenue à explorer. Merci bien. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à préciser que je n'ai pas suivi toute la présentation. Je m'en excuse, mais j'ai quand même 2 questions. La première question serait de savoir, pour le traitement de la maladie, lorsque vous prenez la plante, vous l'utilisez à l'état naturel tel qu'elle est, ou elle passe par des processus et des analyses au laboratoire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai entendu parler de l'isolation, je pense isoler les compounds, les composés que contiennent la plante. Et donc, j'aimerais savoir c'est quelle technique exactement que vous avez utilisée pour isoler les compounds venant de la plante pour pouvoir traiter la maladie. Je pense que vous avez parlé de la chromatographie, column something. Chromatographie sur colonne. Yes. So, je voulais savoir, à part ça, qu'est-ce que vous avez utilisé? Okay. Merci. Merci beaucoup, Naomi, pour cette question intéressante. Pour la première question, quand on a pris la plante, on a essayé de suivre le même processus que les guérisseurs traditionnels. Ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils utilisent l'alcool. Ils utilisent l'alcool et ils utilisent aussi de l'eau. Donc, en ce qui concerne l'eau, ils vont faire bouillir de l'eau et puis couper la plante en petits morceaux et après mettre cette plante-là dans l'eau et puis laisser pendant un temps et peut-être le lendemain donner cela aux malades. Et pour l'alcool, ils font la même chose. Ils vont mettre la plante dans l'alcool et puis laisser pendant un temps. Et puis le lendemain ou dans 2-3 jours, donner cette potion-là aux malades. Et donc, c'est ce qu'on a essayé en fait de reproduire en laboratoire. J'ai utilisé de l'eau, j'ai utilisé de l'acétone, j'ai aussi utilisé de l'éthanol. Pour justement extraire les composés phytochimiques de ces plantes-là. Donc, si vous avez, je ne sais pas si vous étiez là au début quand j'ai expliqué que quand on achète la plante, avant de la tester sur le microbe, ce qu'on fait, c'est qu'on va la découper en petits morceaux. Après, on la met dans un four pour la sécher, pour sécher ces petits morceaux-là complètement. Après, on met dans une espèce de moulinex pour broyer, pour la réduire en poudre. Et après, maintenant, c'est cette poudre-là, en fait, qu'on va mélanger avec notre solvant. On la met en poudre en général pour qu'une plus grande partie de la plante soit exposée à notre solvant pour extraire autant de composés chimiques que possible. Et donc, après avoir mélangé cette poudre-là au solvant, 24 heures plus tard, on va filtrer. Et on va recueillir en général un liquide qui est assez clair et c'est ce liquide-là en général qui contient notre extrait. Et en général, ce qu'on fait, on place ce liquide-là sous un ventilateur pour maintenant évaporer le solvant, soit l'éthanol, soit l'eau, on veut évaporer cela. Et maintenant, ce qui va rester dans le récipient où se trouvait la solution, c'est ça notre extrait maintenant qu'on va prendre pour tester sur le microbe. Et voilà, donc c'est jusqu'à présent, on a fait seulement des tests in vitro, on n'a pas encore testé in vivo. Et donc, c'est ce même extrait-là aussi, quand je vais maintenant vouloir isoler le principe actif, je veux prendre ce même extrait-là maintenant que je vais faire passer au travers d'une colonne qui contient le gel de silice. Donc, c'est ça, on fait la chromatographie sur colonne. Et après avoir fait la chromatographie sur colonne, les différentes fractions qu'on va obtenir, je vais encore les fractionner davantage en utilisant la chromatographie sur couche mince. C'est maintenant, une fois que j'ai fait la chromatographie sur couche mince, je vais laisser les fractions qui sont sur la chromatographie sur couche mince, là, sur cette couche, je ne vais pas déplacer et je vais maintenant prendre ma bactérie, mon microbe et le mettre sur cette couche-là. Donc, vaporiser à l'aide d'un vaporisateur mon microbe que j'aurais dilué dans une certaine solution
biologique. Donc, je vais vaporiser ça sur cette couche-là et je vais maintenant observer les points sur lesquels cette bactérie-là va continuer de croître et aussi repérer les points où la bactérie ne croît pas en fait. Ça veut dire que la croissance a été inhibée et donc ça veut dire qu'il y a la présence d'un antibactérien. Une question qui a été posée par FT Mass, OK? D'entrée, il demande, parce qu'il est arrivé un peu en retard, il ou elle, la personne demande donc comment c'est quoi une feuille, une tige, mais on a établi que c'était une fougère. Mais la question donc, que je vais vous poser et que vous allez répondre à FT Mass, c'est quoi le dosage pour le traitement? En résumé, docteur. Le dosage pour le traitement d'éléphantiasis. Ouais, ce que vous avez, sur quoi vous avez présenté. Donc, c'est quoi le dosage recommandé pour une coma? OK. Le texte de cytotoxicité nous a montré, en tout cas, on a une dose qu'il ne faut pas atteindre, qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre autant que vous voulez, mais la dose ne doit pas dépasser 1 mg par millilitre. Donc, c'est ce qu'on a pu déterminer. Maintenant, de ce qui est de la posologie, on dit, de ce qui est la posologie, à quelle fréquence on doit prendre, à quel dosage, ça c'est encore à déterminer. Mais tout ce qu'on sait à présent, c'est que lorsqu'on cherchera à déterminer cette posologie-là, on ne va pas administrer à l'individu ou à l'organisme, si on le fait sur des rats, on ne va pas leur administrer une dose qui est égale ou au-dessus de 1 mg par millilitre parce que notre expérience a montré que cette dose-là commence à tuer les cellules en fait du foie. Donc, c'est nocif à l'organisme. Mais on pourra donc essayer toutes les doses pour essayer de voir quelle est la dose qui convient. OK. Je vois que Gaël a une main levée, mais Gaël, je voulais repartir à votre deuxième question, mais je crois que ce serait mieux de vous donner la parole. Mais je vais juste faire un lien avec une question ici qui est posée par Abel. Donc, il a parlé de dosage, mais il veut savoir est-ce que les extraits là peuvent guérir complètement l'éléphantiasis et dans quel temps en fait, après combien de temps de traitement? Mais vous pouvez répondre à ça. Allons-y d'abord pour ça parce que j'ai une question qui vient à la pensée. Mais est-ce que ces extraits-là peuvent guérir complètement et après combien de temps de traitement? Bon, merci pour la question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en ce moment, on est vraiment en train d'expérimenter la plante. Hein. Je ne vais même pas parler de guérir l'éléphantiasis. En ce qui concerne scientifiquement, c'est encore approuvé. C'est vrai que les guérisseurs nous disent qu'elle guérit, mais scientifiquement, on doit encore le prouver. Jusqu'à présent, ce qu'on a pu prouver, c'est que elle est efficace contre des pathogènes qui peuvent causer l'éléphantiasis ou encore qui sont le résultat de l'éléphantiasis. Parce que l'éléphantiasis, en fait, c'est une maladie qui affecte le système lymphatique. Et si le système lymphatique est affecté, ça veut dire que le système immunitaire est affecté. Et donc, le système immunitaire est défectueux. Si le système immunitaire est défectueux, ça veut dire qu'on est plus sensible à certains pathogènes qu'on va appeler ici là des pathogènes opportunistes. Et donc, on a pu montrer que la plante est justement efficace en fait, peut inhiber la croissance de ces pathogènes-là et même les tuer. Donc, on est encore vraiment à cette étape-là. Ce qu'on voulait faire pour continuer, c'était maintenant de tester le principe actif contre des vers appelés les filaires, parce que ce sont ces vers-là qui sont responsables de l'éléphantiasis filarien. Et donc, c'était ça la prochaine étape. Maintenant, elle est un peu freinée à cause du problème que j'ai exposé ou alors où la plante, en fait, n'arrive pas à maturité. Elle est vraiment un peu trop récoltée et ça pose un peu de problème maintenant par rapport à la suite de mon étude. J'espère que je vais l'intérêt donc de faire la micropropagation pour pouvoir avoir la plante de manière isolée dans des
Voilà, comme vous allez dans les pépinières. On va repartir à Gaël. Gaël, vous allez prendre la parole et puis ce serait peut-être mieux de toucher aussi à la question que vous aviez déjà dans le chat. Donc, la parole est à vous, Gaël Bibang. C'est FTMAS qui demande encore, la plante, elle est consommée à l'état brut voilà, comment elle est préparée. Mais je crois que ça a été couvert. Alors, vous Donc, de m'entendez? manière succincte, peut-être. Gaël, je vais revenir vers vous dans un instant. Gardez votre micro ouvert. Laetitia, donc, c'est à l'état brut, c'est comment, de manière succincte, parce que je sais que ça a été couvert, répondu déjà il y a quelques minutes d'ailleurs. Oh, OK. Les guérisseurs traditionnels utilisent l'alcool ou de l'eau, en fait, pour... ils vont faire ce qu'on appelle... le mot m'échappe, mais en tout cas, ils vont mettre une sorte de thé. infusion, exactement. Okay. Voilà, et c'est ce qu'ils vont donner aux malades. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire en labo. Merci à Laetitia pour cette belle présentation. Et c'était plus pour clarifier ma question, en fait, sur l'indice de sélectivité. Donc, c'était bien conforté, hein. Donc, je posais la question de savoir si vous aviez évalué les indices de sélectivité des différentes activités observées, parce que vos extraits présentaient de très bonnes activités cytotoxiques, toxiques sur vos cellules. Donc, si vous comptez partir vers une formulation de composés, je pense que l'indice de sélectivité serait bien. Bon, elle avait déjà répondu à cette question. La deuxième question, c'était plus dans le sens de savoir, est-ce que vous avez déjà des pistes de causes qui pourraient expliquer la diminution de l'activité, de l'efficacité des extraits? Parce qu'à la fin de votre exposé, vous avez dit que l'extrait semblait présenter une diminution. Est-ce que cette diminution serait peut-être due à la résistance du parasite à vos composés, ou encore à une autre cause voilà, qui pourrait être évaluée? Donc, c'était plus ou moins ça mes questions. Je ne sais pas si j'ai été clair. Okay. Ouais. Allez-y, Laetitia, vous avez la parole. Merci pour votre question. Pour répondre, à vrai dire, ce qui a attiré mon œil, en fait, quand j'achète la plante en 2022, c'est la taille du rhizome. En 2017, je trouve aussi des rhizomes de petite taille, mais ils ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que j'avais plus même des rhizomes de grosse taille. Mais là, je suis étonnée de ce que les rhizomes soient aussi petits. C'est ce qui, en fait, éveille déjà des petits soucis en moi. Donc, je crois que du coup, quand j'ai vu que ce n'était pas actif de la façon dont je m'attendais, tout de suite, je me suis dit, oh, j'ai l'impression qu'ils ne laissent pas la plante, ils ne laissent plus la plante atteindre sa maturité, qu'ils ne font que récolter. Donc, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'idée. Et j'ai répété cette expérience peut-être 3 ou 4 fois et j'avais toujours les mêmes résultats. Je n'arrivais pas à retrouver cette activité-là, en fait, que j'avais pu obtenir la première fois que j'ai fait mon expérience. Et c'est de là que je me suis dit, ben, la période est la même. La période à laquelle j'ai acheté la plante, c'est la même. Comme par coïncidence, quand je commence mon doctorat, on est en juin. Et là, je commence mon postdoc, on est en juillet. Et je vais carrément de la même période, c'est la même période où je vais à ce marché-là. La période est la même. Quand je demande aux fournisseurs, donc aux guérisseurs traditionnels, ils me disent que tous, ils reçoivent leur rhizome de la même personne. Ils ont essayé de me décrire d'où la personne vient. Donc, du coup, je me suis dit, OK, ce n'est pas la saison qui change, ce n'est même pas la provenance de la plante qui change. Je me suis dit, ça confirme peut-être ma crainte, que c'est en fait le fait qu'ils ne laissent plus la plante arriver à maturité. C'est pourquoi elle perd de son efficacité. Ouais. Yeah, donc, c'est ça en fait. La question ici, Laetitia, est comment est-ce que les personnes
affectés par l'éléphantiasis sont infectés par l'éléphantiasis sont affectés physiquement et psychologiquement. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Oui, merci pour la question. Et justement, je ne sais pas pourquoi c'est une maladie négligée. Peut-être parce qu'elle touche plus les populations vivant dans les zones tropicales et peut-être qu'elle n'est pas aussi répandue qu'une maladie qui serait peut-être contagieuse. Parce que c'est une maladie vraiment qui peut vraiment détruire la vie d'un individu. En général, les gens atteints d'éléphantiasis sont obligés de rester immobiles, ils ne peuvent plus se déplacer. Ils vont avoir besoin d'aide en permanence pour pouvoir accomplir des tâches normales quoi, de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une maladie vraiment très... elle est elle est très déstabilisante parce que la motilité peut être perdue et à cause de ça, l'individu qui est affecté peut perdre son emploi. Donc, que ce soit de manière émotionnelle, la personne va être affectée physiquement, la personne va être affectée et même financièrement, la personne va être affectée. Donc, c'est vraiment au-delà juste d'avoir des membres enflés. Quand une personne développe l'éléphantiasis, en général, elle a des problèmes à être juste mobile. J'espère que je réponds à votre question. Yeah. Mais cette question est assez profonde. Mais est-ce que vous savez si, par exemple, en Afrique du Sud, ici où vous êtes installé, s'il y a des mesures d'accompagnement au-delà des traitements physiques? Par exemple, ce que vous faites là, c'est essentiellement essayer de guérir la maladie et ses symptômes physiques. Mais est-ce que de façon sur le plan psychologique, il y a une sorte d'accompagnement aussi? Est-ce que ces personnes-là sont aidées aussi en ce qui concerne le moral, le mental et psychologiquement? Sur le plan psychologique, je me dis si l'individu a les moyens peut-être d'aller chez un psychologue, parce que déjà même sur le plan physique, j'ai appris à des instances où les malades sont carrément chassés des hôpitaux parce que l'hôpital ne sait pas quoi faire d'eux. Ils sont là avec des membres tout enflés. On ne sait pas vraiment ce qui cause cela. Beaucoup de gens sont pleins de superstitions. Ils se disent que c'est une maladie mystique et on n'a pas les infrastructures en fait pour accommoder ces malades-là dans la plupart des hôpitaux. Donc, en général, comme j'ai appris, certains sont chassés des hôpitaux. Et donc, si ils sont chassés, c'est que vraiment de leur état émotionnel, on ne s'en occupe pas. Donc, comme c'est dit, c'est vraiment une maladie négligée. Et en général, c'est si la personne a ses propres moyens, elle peut aller voir un psychologue elle-même ou alors peut-être trouver d'autres alternatives, voir un kinésithérapeute, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, pour avoir des soins qui vont moins permettre de soulager le gonflement et voilà, et des choses comme ça. Mais vraiment, de ce côté-là, on a encore beaucoup à faire, effectivement. OK. Il y a une question intéressante ici aussi, c'est parce que pendant la présentation, la question vient de Abel. Donc, pendant la présentation, vous avez fait la distinction entre l'éléphantiasis d'origine filariale et puis l'éléphantiasis qui est simplement due au dysfonctionnement ou voilà, à une affection du système lymphatique, mais sans origine bactérienne ou filariale ou bien origine biologique. Voilà. Maintenant, est-ce que, d'ailleurs, en Afrique du Sud, dans les cas qui sont observés ici, c'est filarial ou c'est juste une affection du système lymphatique? En général, en Afrique du Sud, ils n'ont pas les filaires. Donc, en Afrique du Sud, en général, c'est causé par d'autres causes. Désolée pour la tautologie. Donc, en Afrique du Sud, par exemple, on peut rencontrer la maladie chez des personnes qui ont souffert du cancer et qui sont passées par la chémothérapie. Et donc, si la chimiothérapie, désolée, je confonds l'anglais et le français. Donc, si la chimiothérapie a endommagé leur système lymphatique ou quelques vaisseaux lymphatiques, alors là, il peut y avoir un développement justement de l'éléphantiasis à long terme. Donc, c'est un peu, voilà,
dans ce sens-là qu'on peut rencontrer des gens qui souffrent de l'éléphantiasis au Gabon, mais ils n'ont pas les filaires ici. D'accord, mais la question que Abel pose donc, est-ce que dans les deux cas d'éléphantiasis, le travail que vous avez fait, cette plante-là, l'extrait-là, il serait potentiellement utilisable? Est-ce qu'on peut utiliser, quelle que soit l'origine de la maladie? Je crois que oui, parce que puisque les guérisseurs sud-africains l'utilisent et eux, ils n'ont pas le ver ici, là, en fait, qui cause la maladie. Donc, je me dis, la plante a sûrement des propriétés anti-inflammatoires qui permettent, en fait, de soulager ces gonflements-là ou alors qui permettent de soulager s'il y a une certaine inflammation qui a été causée au niveau du système lymphatique qui permet de soulager peut-être cette inflammation-là, parce qu'ils nous disent en fait qu'ils utilisent cette plante pour justement soulager les inflammations causées par la maladie. Donc, je crois qu'elle s'applique dans les deux cas. Dans les deux cas. OK, d'accord, merci.